S'ouvrir au marché et à de nouveaux partenaires potentiels, ça n'est pas chose aisée, surtout lorsque l'on évoque des briques technologiques clés sur les process métiers. Cette ouverture, elle peut s'avérer être un formidable accélérateur de croissance, aussi bien qu'un choix stratégique désastreux. Découvrons donc avec nos deux experts du marché les clés pour réussir le virage de l'open insuring et les pièges à éviter. Nos deux invités que je vous présente maintenant, François Forge, bonjour. Vous êtes, alors attendez, je vais essayer de bien le prononcer, hein, Head of Strategic Innovation, c'est ça? Exactement. Très bien. De Wacam, un assureur digital européen de premier plan, vous êtes en charge d'identifier les nouvelles opportunités de croissance. Charles Lepillier, bonjour. Bonjour. Bonjour Charles, vous êtes fondateur de Capit Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en assurance et plus particulièrement sur l'ouverture des systèmes d'information. Alors ça, c'était avant, maintenant vous êtes à Acapella, c'est ça? Parce que vous avez fondé votre propre... J'étais chez Acapella et maintenant je... D'accord, vous êtes chez Capit, pardon, excusez-moi. Alors, on va juste commencer, on le fera d'ailleurs avec tous les invités, peut-être par vous présenter vos sociétés. Wacam d'abord. Tout le monde vous connaît dans le milieu. Effectivement, et donc Wacam, c'est le nouveau nom donc, de l'appareil. Alors on va essayer de mettre juste un peu plus de son dans le plateau parce qu'on entend. Moi personnellement je ne vous entends pas. On va essayer de parler peut-être plus fort. Donc Wacam, donc, le nouveau nom en tout cas de la parisienne assurance. Nous sommes, comme vous l'avez dit, en fait un assureur digital européen qui s'est spécialisé sur un élément central de la chaîne de valeur qui est le product and pricing. Et donc nous ne distribuons pas directement nos produits, nous faisons appel à beaucoup de partenaires, que ce soit des insurtech, que ce soit on va dire aussi également des brokers, que ce soit généralistes et spécialisés, et également effectivement des non spécialistes de l'assurance. Voilà. Donc on fonctionne vraiment totalement de façon apaisée. 1829. 1829. Ah, quand même. Vous ne faisiez pas d'apaisation à l'époque. On ne faisait pas d'apaisation, on s'occupait plus particulièrement d'assurer les carrosses, enfin les carreaux des carrosses. C'est vrai? Effectivement, c'est notre cœur de métier il y a très longtemps. Aujourd'hui, sous l'impulsion de notre fondateur Olivier Jaillon, on a totalement repensé notre modèle et depuis 2017, on fonctionne de façon totalement apaisée, encore une fois, centrée sur cette brique centrale. Et d'un côté avec des distributeurs et de l'autre côté aussi des gestionnaires qui vont gérer nos contrats et également en fait nos sinistres. Merci Charles. Donc Capit Consulting. Donc en fait vous pour votre compte ce que vous faisiez avant dans un autre cabinet. Exactement, c'est ça. Donc on accompagne en fait les acteurs du marché de l'assurance sur leur transformation digitale, la refonte de leur système d'information, soit sur la partie vraiment conseil où on les aide à choisir des solutions du marché, soit également sur la partie maîtrise d'ouvrage. Ça c'est pour une première partie. Et puis un deuxième volet qui nous tient à cœur, qui est l'innovation, où notre objectif, ça va être de faire des partenariats avec les assurtech du marché, des assurtech en tout cas dans lesquels on croit. Ouais. C'est important, pour les aider et rendre encore un peu plus poreuse la frontière qu'il peut y avoir entre les assureurs et les assurtech aujourd'hui. Très bien. Alors, qui se charge de nous résumer le principe de l'open insuring? Charles ou François, vous le faites en duo si vous voulez. Est-ce que si on dit que finalement c'est calqué sur le modèle de l'open banking, c'est la vérité ou il y a quand même des différences? Alors, il y a des différences, effectivement, mais effectivement, l'objectif, c'est d'ouvrir, encore une fois, les données des assureurs, en tout cas, à des services tiers. Nous, chez Wacam, on l'a vu de façon un peu différente. On la voit comme une spécialisation des secteurs, on va dire, en fonction des éléments de la chaîne de valeur. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on pense que nous, on est plutôt, on va dire, meilleurs à concevoir des produits et à les pricer, et que d'autres, on va dire, sont bien meilleurs en tout cas à les distribuer. Donc on pense effectivement qu'on est en train cet open insuring, comme on le voit, c'est la capacité de pouvoir morceler la chaîne de valeur, d'avoir chaque acteur qui est spécialisé au sein de l'industrie de l'assurance, mais également la capacité à faire entrer d'autres acteurs qui sont bien de d'autres industries et qui vont nous fournir des données qui vont pouvoir enrichir en fait la proposition de valeur assurantielle. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, totalement. Vous êtes bon concepteur mais mauvais commercialiseur, c'est ça? Il y a aussi une autre dimension, c'est effectivement les données, qui est une dimension extrêmement importante, mais il y a aussi la partie service et architecture IT qu'un acteur du marché de l'assurance peut mettre à disposition d'autres acteurs tiers pour des usages soit d'assurance, comme vous le faites avec la distribution de vos produits, soit des usages non assurantiels. Donc il y a plein d'exemples, mais mettre à profit. Donnez-nous un ou deux exemples. Par exemple, vous, en tant qu'assureur, vous savez évaluer des dommages quand dans votre maison il y a eu une inondation, etc. Donc vous avez des outils qui permettent d'évaluer ces dommages et d'estimer combien ça va coûter comme réparation. Pourquoi pas mettre à disposition, je ne sais pas, d'un réseau immobilier l'outil,
comme ça, l'agent immobilier, quand il fait la visite, il est capable de donner en temps réel des indications sur des coûts de travaux que le futur acquéreur voudrait entreprendre, par exemple. Donc un service à usage non assurantiel, voilà, pour sortir, pour élargir encore plus le champ des possibles. Vous nous parlez des avantages. Il y a des inconvénients à l'open insuring ou pas? Il y a des limites? Alors, François Il y a des limites. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, nous, on essaie de ne pas trop les voir pour l'instant. Ce qui est intéressant, les limites, peut-être, c'est de trouver les bons partenaires aujourd'hui qui sont capables de s'ouvrir. Je pense que l'univers des possibles, comme tu l'as décrit, en fait, est immense. Mais des fois, effectivement, il faut convaincre des acteurs de venir en fait, nous rejoindre, de rejoindre ces espèces d'écosystèmes. Tu as donné effectivement l'exemple de ce qui peut se passer dans l'immobilier. On peut éventuellement imaginer ce qui peut se passer également, par exemple, dans le monde de l'automobile. Aujourd'hui, vous Stéphane, en fait, vous assurez votre voiture de façon très classique. On va vous demander quel est votre âge, quelle est la marque de votre voiture, votre historique en tout cas en termes de sinistre. Et c'est comme ça qu'on va baser en fait la prime d'assurance. Demain, on parle beaucoup du pay how you drive. Hein, c'est vraiment quelque chose. C'est ce que disait Eric Sadin. Ça fait des années qu'on en parle, mais pour pouvoir y arriver, on a besoin de récupérer des données, tout simplement qui sont aujourd'hui de plus en plus produites par les voitures et qui sont dans les voitures. Donc il faudrait typiquement que ces constructeurs automobiles aujourd'hui s'ouvrent avec nous et d'être capables de nous envoyer en fait ces informations-là de scoring et que nous soyons capables. L'espionnage de conducteurs, ça? Non, c'est pas forcément l'espionnage de conducteurs. C'est les attentes en tout cas de la génération Z qu'on constate aujourd'hui. Cette génération qui aujourd'hui attend aussi des assurés d'être responsables, de pouvoir en tout cas voilà, ne plus vouloir être assuré, on va dire, de façon homogène, mais veulent, on va dire, de l'assurance typiquement à l'usage. Et l'open insuring en fait doit permettre en tout cas cette chose-là. Comment c'est vu dans les grands groupes, ce principe de l'open insuring? Avec prudence, réserve, enthousiasme? Je pense qu'on a passé la partie prudence et réserve. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde veut y aller. En revanche, il y a une limite, j'insiste, on en avait déjà parlé ensemble, François. Pour moi, l'énorme limite qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de normalisation des API. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas un modèle que tout le monde doit suivre. Donc finalement, la volonté d'ouvrir et de donner la possibilité à chacun d'utiliser des API, et ben, quand on y regarde de plus près, en fait, chacun va faire du spécifique avec les grands groupes, les distributeurs, etc. parce que les API restent finalement en interne dans un écosystème. Donc l'alphabet est commun, mais pas la langue. Exactement. C'est ça. Et donc c'est vraiment une limite. Il faudrait, je pense, et du coup là je fais le parallèle avec le secteur bancaire, est-ce que finalement le salut ne viendrait pas de la réglementation qui imposerait des normes comme la DSP2, comme la DSP2 avec le système bancaire en attendant, ou alors qu'un concentrateur d'échange prenne la position sur le sujet. Il y a aussi des différences notoires sur les typologies d'API aussi, François, non? Oui, alors ça, je vais peut-être te Charles, répondre, Charles toujours, en fait, qui est beaucoup plus, on va dire. Oui, il y a quand même aussi certaines limites technologiques. Il y a différents styles d'architecture d'API. Aujourd'hui, les GAFAM, les startups se basent surtout sur le modèle REST, pour parler vulgairement. Et l'ancien modèle SOAP, qui était largement utilisé avant, devient obsolète. Donc il y a aussi un changement technologique qui a opéré dans les systèmes d'information chez les acteurs de l'assurance. Par principe, Open Insuring native, j'allais dire, les startups qui commencent à remonter les verticales, on en verra tout à l'heure, on en entendra notamment Ornicar. Est-ce qu'ils ne vont pas à l'encontre de ce principe de l'Open Insuring, François? Non, je ne pense pas en fait. Alors encore une fois, ces startups, comme on le voit, ont besoin aujourd'hui de se développer de façon très rapide. Voilà. Ça, c'est vous prenez, je ne sais pas de citer de nom aujourd'hui. Si tu ralentis, tu meurs. Exactement. Exactement. Et l'objectif, c'est de pouvoir se développer d'abord en France et puis rapidement au niveau de l'Europe. On a la chance en Europe de pouvoir monter en fait une entreprise d'assurance, une start-up en France et très facilement après l'exporter en fait dans les pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, elles ont besoin de concentrer leurs investissements sur ce développement-là pour pouvoir grossir le plus rapidement possible. Et elles ont besoin d'acteurs qui vont les accompagner justement dans la partie assurantielle. Ces acteurs-là aujourd'hui, on est capable, en tout cas chez Wacam, de leur fournir des produits et de pouvoir les déployer de façon européenne. Donc c'est quelque chose qu'elles recherchent aujourd'hui, donc je ne pense pas que ça soit, on va dire, une menace. Très clairement, bien au contraire, le capital, on va dire, elles préfèrent l'allouer encore une fois au développement plutôt que dans des capitaux réglementaires d'assurance. Donc ça reste finalement dans le... Oui, Charles, pardon. Oui, c'est même une opportunité, je pense, pour les acteurs classiques. C'est ce que j'allais vous demander, Parce que du coup,
on laisse la main aussi à des nouveaux acteurs qui vont se spécialiser sur une partie de la chaîne de valeur, qui vont peut-être même mieux le faire que certains assureurs, la relation client, etc. Donc ça permet aux assureurs finalement de s'appuyer sur ces compétences-là et également de pouvoir se poser comme un agrégateur de services et offrir une nouvelle proposition de valeur aux clients. Donc je le vois également comme une opportunité, surtout pour les acteurs entre guillemets classiques. Est-ce que c'est apaiser ou mourir pour les grands groupes? C'est une grande question. En tout cas, le temps ne joue pas pour eux. C'est-à-dire que la génération, en tout cas, les générations se renouvellent. On parle de la génération Z qui prend le pas. Donc, le modèle en fait de distribution de l'assurance qui concerne aujourd'hui une majorité de la population va se réduire. Et donc, il faut, on va dire, à mon avis, se positionner sur ces nouveaux acteurs qui adressent aujourd'hui une population beaucoup plus jeune. Ouais. Mais encore une fois, et pour compléter ce que tu disais, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent et c'est aussi une opportunité, je pense, pour les acteurs traditionnels de concentrer des produits, de mettre à disposition ces produits. Donc on peut parler de ces acteurs mutualistes qui sont autour de nous. Pourquoi ne les mettrait pas à disposition de ce qu'on appelle des brokers digitaux grossistes et qui vont finalement récupérer ces produits sous forme d'API et les distribuer, les mettre à disposition comme un immense magasin de produits à destination en fait de distributeurs qui sont digitaux, des telcos on va dire, ou d'autres encore à venir. Donc pour moi c'est vraiment cet avenir, c'est être capable d'avoir à la fois pour ces acteurs traditionnels un réseau traditionnel, il y a toujours des gens à adresser, mais également progressivement migrer sur les nouveaux usages. Ça va tout à fait dans le sens de l'étude que j'ai trouvée de Deloitte, c'était en 2018, vous allez me dire, sur les Français et les services financiers, 80% des Français jugent les assurtech comme étant innovantes, mais 78% ne souhaitent pas remplacer leur assurance par une assurtech. C'est vraiment là une opportunité effectivement pour les assureurs traditionnels de s'appuyer sur ces derniers pour proposer de nouveaux services, c'est ce que vous disiez. Exactement. Ça va tout à fait dans ce sens. On est en retard en France sur le sujet ou pas ? On n'est pas en avance. Dans d'autres pays, il y a, je dirais, un frein qui est moins important sur le partage de la donnée, etc. Et je pense qu'il y a une compréhension de la part des clients du véritable avantage et service qu'ils peuvent en tirer. En France, on n'y est pas encore. On va devoir communiquer davantage dessus et surtout, là où le temps ne joue pas en notre faveur, c'est que, en plus des changements technologiques, mais aujourd'hui les acteurs traditionnels ont les moyens de les changer, il y a surtout un changement culturel au sein même des assureurs à réaliser. Il faut mobiliser les gens, les acculturer au digital. C'est-à-dire il faut plus concevoir un produit et penser au digital juste pour le vendre. Il faut concevoir digitalement un produit qui soit natif digital. Voilà. Ça veut dire intégrer les différents domaines marketing, conception de produits, avec l'IT directement dès le début de la construction. C'est un changement de logiciel intellectuel. Complètement. Ouais. Est-ce que l'open insuring n'avance pas de pair finalement avec le principe d'assurance affinitaire ? Totalement. C'est même, je pense, l'architecture même en fait de l'assurance embarquée. On le voyait tout à l'heure en fait quand on parlait du Pay How You Drive. Sans l'open insuring, on ne sera pas capable, encore une fois, d'intégrer ces produits chez des partenaires. C'est indispensable. Donc on doit s'ouvrir en fait à de nouveaux acteurs. Et ces acteurs aussi, quelque part, doivent aussi se poser la question et on doit les accompagner. Comment l'assurance est capable d'enrichir mon offre de valeur? C'est quelque chose qui est fondamental. Et je crois que le métier aujourd'hui, en tout cas des assureurs, c'est bien connaître sa chaîne de valeur, mais être capable quelque part de se dire je voudrais savoir quels sont les tenants et aboutissants d'un telco, qu'est-ce que recherche aujourd'hui on va dire l'industrie automobile, d'avoir en fait la connaissance de leur métier à eux. Et c'est qu'en connaissant leur métier qu'on est capable de se retrouver à un moment donné en disant bah, tiens, tu as cette donnée-là, donne-moi cette donnée-là, et également de créer, comme tu disais tout à l'heure, un écosystème dans lequel on va s'échanger des données et pourquoi pas distribuer de la science directement par, je sais pas, une grande marque automobile française directement. Ça peut être aussi un canal. Finalement, pour chacun d'entre vous, c'est quoi votre vision du marché à 5 ans? Qui distribue, qui gère, qui porte? Charles? Pour rebondir sur l'assurance affinitaire, et je pense qu'il y a beaucoup de nos confrères qui partagent, ça va être l'assurance embarquée dans tous les produits. C'est-à-dire que finalement, le client final ne va plus payer une assurance, ce sera déjà compris dans le service, dans l'achat d'une voiture, dans l'achat d'une trottinette, etc. Donc il y aura moins de contacts avec le client, mais tout sera embarqué directement. Voilà.
François? Je partage totalement. L'assurance embarquée, c'est vraiment l'avenir. On le voit avancer de plus en plus. Moi, je vois peut-être à 5 ou même 10 ans. Je pense qu'au fur et à mesure, le client ne se rendra même plus compte, comme tu l'as dit, qu'il sera assuré. Et le vrai enjeu qu'il y a derrière, c'est d'être capable de mesurer ce qu'on appelle le protection gap. D'être capable de voir, Stéphane, quel est le risque en fait, que vous avez aujourd'hui d'être sur ce plateau-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête? Je ne sais pas. Mais d'être capable de mesurer en temps réel. Le risque, c'est le rhume, là, uniquement. Oui, alors c'est effectivement, on tremble tous, clairement. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être pouvoir de mesurer le risque à un instant T et d'être capable d'automatiquement, en fait, vous trouver le bon produit pour vous assurer. Donc les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont capables de proposer des milliers de produits, vont avoir un rôle très important à jouer. Il y a aussi des acteurs qui doivent se créer, encore une fois, sur la mesure de ce protection gap. Allez, on termine avec, comme on le fera pour tous les invités, sur vos actualités, vos ambitions pour l'année prochaine. Charles, d'abord. Accompagner des acteurs importants de l'assurance dans leur refonte, c'est quelque chose qui nous passionne. Et surtout, aller à la rencontre de plein d'assurtech, échanger avec elles et nouer des partenariats pour aider les assureurs à évoluer. Ça démarre bien, Capit, ça va? Ça démarre très bien. Bon, très bien. François? Nous, c'est pareil, c'est de continuer à croître, être capable d'absorber la croissance. On a beaucoup de demandes et notre modèle... C'est de quel ordre cette demande aujourd'hui, François? Je crois qu'on a à peu près probablement une demande concrète par jour, concrète, après l'avoir qualifiée. Donc voilà, on a beaucoup de demandes en fait, de gens qui viennent nous voir. Mais pour répondre à votre question principalement, on est aussi une entreprise à mission. Et l'un de nos objectifs l'année prochaine, c'est de développer cette composante-là. On s'est positionné sur l'assurance impactante et transparente. Et on a vocation également à accompagner en tout cas plusieurs types de causes qui nous sont chères. Et on travaille avec une association qui s'appelle Marion la main tendue. Sur le cyberharcèlement. Donc on propose en fait des produits d'assurance qui sont, on va dire, à coût nul, entre guillemets, sûrement. Et ça nous permet effectivement aujourd'hui d'avoir aussi cet impact sociétal et environnemental qui est attendu par nos clients. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Vous allez vous réchauffer pour un petit café. Exactement. On va faire une courte pause puisqu'on vous proposera à 4 reprises aujourd'hui des pitchs. À chaque fois, la parole donnée donc à 2 startups. On commence maintenant avec GoalMAI et Afterdata avant de parler distribution sur ce plateau justement. Et on sera avec Damien Biraud de Dornicar. À tout à l'heure.